Depuis son enfance, Tuka servait de punching ball à son père, tandis que sa mère ne sourcillait pas. Pour son père, c'était un sport tordu, un rituel quotidien de cruauté. Sous sa façade de victime impuissante, Tuka a silencieusement juré de les tuer tous les deux. Dans le bus, Tuka est soudain réveillé par des rires. Ayaka se fait taquiner par Shugo parce qu'elle lit des romans d'amour, tandis que Tomohiro est heureux que ce ne soit pas son tour cette fois-ci. Shugo promet de rendre le roman à une Ayaka désespérée si elle lui donne ses coordonnées. Les autres élèves gardent la tête baissée pendant que les élites rigolent. Les seuls à agir normalement sont les sœurs Takao et le professeur apathique. Tuka pense qu'il serait plutôt cool d'intervenir, mais ce n'est pas son genre. Cependant, comme Ayaka devient de plus en plus hystérique, il décide de tenter sa chance. Shugo se moque du perdant qui essaie de jouer au héros. Depuis l'arrière du bus, Takuto demande à Shugo de laisser Ayaka tranquille. Sans hésiter, Shugo s'exécute et reporte son attention sur Tomohiro, se demandant pourquoi il est si silencieux alors que même le calme Tuka est intervenu. Le professeur met finalement fin à l'agitation, marmonnant qu'il ne serait bon pour personne que Tomohiro s'éteigne au cours de ce voyage scolaire. Soudain, le bus est enveloppé de lumière. Avant même de s'en rendre compte, les élèves se retrouvent dans un immense hall. La déesse Vicious leur explique qu'elle les a convoqués, eux, les héros, dans son monde pour terrasser le grand empire des démons. Il y a environ 200 ans, les héros ont vaincu le mal, mais après une longue période, l'empire des démons a refait surface. Elle leur demande de l'aider à le vaincre une fois de plus. Les élèves paniquent d'abord, mais tout indique qu'ils se trouvent en fait dans un autre monde. Le professeur les calme en leur conseillant d'écouter la déesse, bien qu'il n'ait qu'une seule chose en tête. Pendant ce temps, Tuka analyse son environnement et l'architecture ancienne, réalisant qu'il ne rêve pas et qu'il s'agit bien d'un autre monde. Takuto demande ce qui se passera s'ils n'aident pas à vaincre l'empire des démons. Vicious répond qu'ils ne pourront jamais retourner dans leur monde d'origine. Pour y retourner, ils doivent effectuer un rituel d'invocation inversée, qui nécessite de l'essence de roi démon. Cette essence ne peut être obtenue qu'en battant le roi des démons. C'est très pratique. Ayaka se demande comment eux, simples humains, peuvent être utiles. La déesse explique qu'en les invoquant, ils ont acquis de nouveaux pouvoirs. Tuka sent que quelque chose cloche. Pour démontrer l'ampleur de leur pouvoir, la déesse appelle un chien démoniaque et l'oppose à un prisonnier. Le chien le décime en un instant. La déesse lance alors une boule de feu qui incinère le chien. Avant de poursuivre, la déesse veut révéler les compétences cachées en eux à l'aide d'une boule de cristal. Plus elle brille, plus leur rang est élevé. Alors que la boule de cristal passe à chaque élève, la lumière de Shugo brille très fort, faisant de lui un rang A. Il commence immédiatement à s'en vanter. Lorsque le stoïque Takuto s'avance, le cristal se brise sous l'effet de la quantité de mana qu'il y déverse, ce qui fait de lui un élève de rang S. La lumière d'Ayaka est tout aussi éblouissante, ce qui la place au même rang. La plupart des élèves sont très prometteurs et font preuve des puissantes capacités qui leur ont été attribuées. Quand vient le tour de Tuka, sa lumière est faible, de loin la plus faible. Elle est si faible que la déesse Vicious l'ignore complètement, faisant comme s'il n'existait pas. Même dans ce nouveau monde, Tuka se sent comme un déchet. D'un autre côté, Tomohiro, l'enfant constamment brimé, possède l'élément sombre, qui est considéré comme le plus fort de tous. Son attitude change radicalement lorsqu'il apprend cela. Chacun ouvre alors son écran de statut, qui représente son pouvoir en valeur numérique. Les statistiques de Tuka semblent être une cause perdue, avec des chiffres pitoyables comparés à ceux des autres. Sa compétence unique est d'infliger des status ailments. Les compétences uniques sont des capacités spéciales que seul cet individu peut utiliser, et les utilisateurs peuvent éveiller d'autres compétences uniques plus tard. Shugo, déjà agacé par les jappements de la déesse, exprime son impatience. Le professeur intervient, mais Shugo, qui est de rang A, le rejette sans ménagement, notant qu'il n'est que de rang D. La déesse Vicious révèle qu'il y a un autre rituel à accomplir, et elle demande à Tuka de s'avancer. Elle annonce que son rang est le plus bas de l'échelle, ce qui incite les autres élèves à le regarder de haut. Elle explique que dans le passé, les héros de rang entraînaient les plus forts dans leur chute, et qu'il a donc été décidé de traiter ces héros différemment. Le cercle de téléportation transportera le héros de rang le plus bas vers un ensemble de ruines, connu sous le nom de ruines de l'aliénation. Si Tuka survit, la déesse n'interviendra plus. Cependant, les ruines sont extrêmement dangereuses, un endroit où les criminels les plus dangereux sont envoyés. En fait, il s'agit d'une décharge pour les ordures. Pour tenter de se défendre, Tuka révèle sa compétence unique, inflicte status ailment. La déesse se contente de soupirer, expliquant que dans ce monde, les sorts d'affection sont généralement inutiles. Leur taux de réussite est trop faible, ils n'affectent que les monstres de bas rang et leur durée est bien trop courte. En bref, sa compétence est de piètre qualité. Sentant le poids de l'injustice, Tuka proteste, criant à l'injustice.
Avant qu'il ne puisse terminer, Takuto intervient et le fait taire. Ça suffit avec tes pleurnicheries, bas de gamme. Le reste de la classe suit l'exemple de Takuto. Alors que Tuka pense que Tomohira pourrait prendre son parti, en raison de la façon dont il l'a traité à l'école, on lui rappelle brutalement que même Tomohira le considère comme inférieur à lui, l'appelant « héros des poubelles ». La déesse Vicious lui donne une pochette à l'aspect pathétique comme objet unique. Lorsqu'il verse de la magie dans la gemme, celle-ci ne brille que faiblement, renforçant ainsi les moqueries. Ayaka est la seule à intervenir pour défendre Tuka, mais Vicious l'assomme pour garder le contrôle de la situation. Elle réaffirme que tout le monde ici est gagnant, sauf Tuka. Agacée et désespérée, Tuka utilise sa compétence de paralysie sur Vicious, mais elle échoue. Elle l'insulte à nouveau, qualifiant sa tentative de pathétique. Takuto teste son propre sort, qui est largement supérieur, ajoutant à l'humiliation de Tuka. Alors que les autres élèves multiplient les insultes, la déesse demande les derniers mots de Tuka. Se sentant seul et impuissant dans ce nouveau monde, Tuka se souvient de son enfance, lorsqu'il a développé un dédoublement de personnalité pour faire face à la situation. Cette autre partie de lui rappelait toujours d'arrêter de faire semblant d'être inoffensif et de montrer son vrai visage. Un sourire tordu se dessine sur le visage de Tuka, qui regarde Vicious et les autres. « Je vous souhaite à tous de pourrir en enfer, » dit-il d'une voix froide et posée. « Si je reviens vivant, je viendrai vous chercher. » Dans les ruines sombres et inquiétantes, Tuka ne doit son salut qu'à la faible lumière de la gemme contenue dans sa pochette. Les ombres lui jouent des tours. Soudain, une créature se jette sur lui et Tuka s'élance instinctivement. La puissance brute et l'hostilité du monstre sont écrasantes, et pour la première fois, il ressent une véritable terreur mêlée de frustration. Comment cela a-t-il pu être son destin? Est-il vraiment destiné à mourir ici, jeté comme un déchet? Alors que Tuka sprinte pour sauver sa vie, son esprit s'emballe. Il se souvient des rires moqueurs de ses camarades de classe, du regard méprisant de la déesse et des ricanements de tous ceux qui l'ont rabaissé. Un désir brûlant de puissance monte en lui. Il serre les poings et, presque désespérément, lance son sort de paralysie. À sa grande surprise, le sort fonctionne et immobilise le monstre aux allures de Minotaure. Cela ne devrait pas être possible, pense Tuka. La déesse avait dit que les maléfices fonctionnaient rarement, surtout sur des monstres plus puissants. Mais ce Minotaure n'était vraiment pas faible. S'agissait-il d'un miracle? Il ne perd pas de temps à réfléchir. Il continue de courir, mais tombe bientôt sur une autre créature, une cocarde. Le désespoir et la détermination se mêlent dans son cœur et il lance à nouveau la paralysie. Une fois de plus, le sort fonctionne. Il se rend compte que ce n'est pas seulement de la chance. Sa magie est peut-être différente, unique dans ce monde. Haletant et vidé, il consulte son écran d'état. Il n'a plus de points de mana. Avec le reste de son énergie, il lance un sort de poison sur la cocatrice, observant la magie toxique qui ronge lentement la créature. L'épuisement le frappe, mais il éprouve un sentiment tordu de satisfaction. Sa magie est plus puissante que la déesse ne l'avait laissé croire. C'est alors que la paralysie du Minotaure se dissipe et qu'il fonce sur lui avec une fureur renouvelée. Le corps de Tuka hurle de protestation, mais son esprit est un tourbillon de rage et de détermination. Il se souvient du mépris de la déesse, des sévices subis dans son enfance et de la trahison de tous ceux qui lui ont fait du tort. « Je ne mourrai pas ici, » murmure-t-il en serrant les dents. « Je survivrai. Je tuerai tous ceux qui se sont moqués de moi. Je me vengerai. » Tuka a utilisé son mana sur la déesse, le Minotaure et la tête d'oiseau, et 2 fois sur la gemme de lumière. Il ne lui reste plus aucun point de mana, à l'exception de son PM inné. Tuka se demande ce qui se passera s'il utilise tous ses PM, et doute d'en avoir assez pour sortir des ruines. Il lance, paralysé, mais un message système dans sa tête l'informe qu'il ne peut pas utiliser la même compétence sur la même cible consécutivement, alors il met le Minotaure en sommeil et lance ensuite poison. À chaque utilisation au-delà de ses PM, Tuka est de plus en plus fatigué. Avec une horde de têtes d'oiseaux qui marche dans sa direction, il doit miser tout ce qu'il a. Il se demande s'il n'aura pas épuisé ses PM intérieurs avant que tous les monstres ne soient morts. Tuka commence à lancer, paralysé, perdant peu à peu conscience. Mais il y a encore plus de monstres. Au moment où il atteint sa limite, la tête d'oiseau sur laquelle il a lancé poison depuis le début meurt. Il bénéficie d'une montée de niveau massive et récupère instantanément ses PM, ce qui lui permet de paralyser les minotaures qui lui foncent dessus. Avec un sourire soudain, Tuka comprend que cela lui permettra de tous les repousser. Grâce à son utilisation excessive de paralyser, sa compétence monte en niveau, ce qui lui permet désormais de la lancer sur plusieurs cibles à la fois. Il n'a pas manqué d'infliger une maladie d'état une seule fois, conservant un taux de réussite de 100%, à l'exception de la tentative sur la déesse. Il fait ensuite le tour des monstres paralysés pour leur infliger du poison, ce qui lui permet d'augmenter le niveau de cette compétence.
Tuka a réussi à créer une ferme de XP. En ouvrant son écran de statut, il constate que son niveau multiplie ses statistiques initiales, ce qui se traduit par une quantité anormale de PM. Un autre monstre meurt, et ses statistiques augmentent. L'étage entier commence à être anéanti, et le niveau de Tuka augmente de façon exponentielle. Il augmente également sa compétence, sommeil. Tuka est maintenant certain de pouvoir survivre à ces ruines et de prendre sa revanche. Alors qu'il est sur le point de s'attaquer à la meute suivante, les monstres tremblent de peur et s'enfuient. Trouvant un squelette déchu, Tuka récupère ce qu'il peut et fait une prière silencieuse. Devant lui, de puissants monstres gardent leur territoire au milieu de nombreux cadavres. Mal nourri et désespéré, Tuka hésite, souhaitant de la nourriture. Se souvenant des monstres tués, sa seule source de nourriture potentielle, il rebrousse chemin à contre-cœur. Son estomac gargouille. Il tente de tailler dans un minotaure, mais l'armure de ce dernier s'avère impénétrable. Se concentrant sur l'œil, qui suinte pourtant d'acide, Tuka prend une bouchée, qu'il recrache avec dégoût, c'est immangeable. Survivre à ce donjon semble impossible. Il remarque que la gemme de son sac change de couleur, révélant un butin surprenant, du bœuf séché et une canette de coca. Mystérieux quant au fonctionnement du sac, Tuka se demande s'il pourra lui en apporter d'autres. Les jours se succèdent tandis que Tuka navigue dans les ruines, maîtrisant même les étages les plus dangereux et gagnant rapidement des niveaux. Au milieu de ses conquêtes, les émotions de Tuka ressurgissent de façon inattendue, alors que les souvenirs de son enfance turbulente refont surface. Il avait juré de tuer son père qui le battait brutalement. Sa tante et son oncle, qui lui avaient donné un semblant de vie normale, avaient été son seul salut. Tuka avait espéré apprendre d'eux la bonté, mais cela n'a pas été le cas. Il ne tremble pas devant l'horreur d'ôter une vie, ni ne se tourmente à ce sujet. Il est effrayé par son indifférence. Mais pour se venger, Tuka accepte volontiers le nouveau lui. En continuant à marcher, les monstres ne représentent plus une menace pour Tuka. Cependant, il sentit l'atmosphère changer lorsqu'il découvrit une gemme sur une porte. En y injectant son mana, la porte s'ouvrit, révélant un squelette qui tenait une lettre dans ses mains. Elle contenait les derniers mots de l'homme, révélant qu'il avait été un grand sage connu sous le nom de Dark Hero, Anglin. La déesse avait parlé de lui, notant que son aura était similaire à celle de Tomohiro. Dans sa lettre, Anglin expliquait que la déesse l'avait envoyé dans ses ruines lorsqu'elle avait jugé qu'il n'était plus nécessaire. Le dernier message d'Anglin indiquait que si le lecteur souhaitait quitter l'endroit en vie, il lui confiait ses affaires. Tuka trouve amusant que la déesse les ait convoqués pour éradiquer le mal du grand empereur démon, alors qu'elle est elle-même maléfique. Tuka n'a pas l'intention de sauver ce monde, ils sont tous des forces du mal. Dans le sac d'Anglin, Tuka découvre les arts interdits, les œuvres complètes, qui contiennent des recettes pour fabriquer des médicaments et des outils magiques, ainsi que des parchemins de sorts interdits, bien que Tuka ne puisse pas les lire. Soudain, il tomba sur une page ensanglantée portant un avertissement, « Méfiez-vous du mangeur d'âmes ». Trouvant une porte qui semble mener à la surface, Tuka se rend compte qu'il a besoin d'un objet pour l'ouvrir. Même le héros noir, considéré comme le plus fort, est incapable de vaincre le dévoreur d'âmes. Tuka a élevé son niveau aussi haut que possible jusqu'à présent. Au détour d'une rue, il rencontre une créature au visage pâle portant une gemme sur le front. Il tente de lancer, paralysé, mais il est rapidement frappé par un rayon. Il reconnaît immédiatement qu'il s'agit du mangeur d'âmes. Il réagit plus vite qu'il ne peut le faire. Alors qu'il se demande s'il doit continuer à monter en niveau, les murs s'ouvrent soudain et le mangeur d'âmes vole vers lui, sans toutefois l'attaquer. Au lieu de cela, il se met à cracher de la bouillie rose et à invoquer des aventuriers vaincus, apparemment amusés par les réactions de Tuka. Traversant un autre mur, il ouvre les yeux et rit. Tuka tente de paralyser la gelée rose, mais ne peut se résoudre à lancer du poison, car la gelée ressemble trop aux humains. Accablé, Tuka se met à pleurer, réalisant que le mangeur d'âmes se nourrit de son désespoir. Alors que la substance visqueuse l'entoure, il supplie quelqu'un de venir à son secours, faisant semblant d'être désespéré. Mais ce n'est qu'une comédie. En fait, il paralyse le souliteur, attendant le moment parfait où il baissera sa garde, pensant avoir gagné. Son jeu est convaincant parce qu'il a joué le bon garçon pendant des années. Tuka utilise le « poison », qui consume lentement le visage monstrueux du mangeur d'âmes. Les âmes des aventuriers tombés au combat sont libérées, louant Tuka pour ses compétences et le remerciant de les avoir libérés. Le héros noir demande à Tuka de s'occuper de la déesse. C'est le plan de Tuka depuis le début, faire payer la déesse poubelle. En insérant le cristal dans la porte, celle-ci s'ouvre enfin et, après un long moment, Tuka voit la lumière et s'échappe du donjon. Dans le même temps, le reste de la classe travaille assidûment pour réussir la quête assignée par la déesse, tuer un monstre. Takuto va au-delà de la mission et monte en niveau jusqu'à 18, tandis que Tomohiro s'amuse comme un fou. Pendant ce temps, Kobato a du mal à tuer ne serait-ce qu'un seul monstre.
C'est là qu'intervient Asahi. Elle pense qu'à cause de leurs égos de classe, ils vont bientôt se diviser en factions et veut que Kobato rejoigne la sienne. Asahi la rassure en lui disant que si elle ne peut pas être utile avec ses compétences, elle a d'autres qualités. Asahi capture un monstre à l'aide de ses autres laquais et oblige Kobato à le tuer pour réussir la quête de la déesse, afin qu'elle ne finisse pas comme Tuka, dans les ruines de l'élimination. Kobato a pitié du monstre, les larmes lui montent aux yeux. Cela lui rappelle la fois où Tuka a sauvé un chaton blessé, ce qui lui fait regretter de ne pas avoir pu aider Tuka lorsqu'il a été rejeté. Pendant ce temps, Ayaka se réveille enfin après avoir été assommée. Elle se rend immédiatement auprès de la déesse, qui feint d'être triste pour Tuka, affirmant que c'était la politique du royaume et qu'elle n'y pouvait rien. La déesse explique alors la quête qui consiste à tuer un monstre, ajoutant que plusieurs héros ont déjà refusé de prendre les armes, ce qui a entraîné leur disqualification. Cela fait partie de l'élimination des faibles, dit-elle. Ayaka, irritée par les méthodes de la déesse, exprime son mépris, mais la déesse reste impassible et lui dit de s'en accommoder. Déterminée, Ayaka propose d'assumer les tâches de ceux que Vicious juge sans valeur, offrant de travailler pour leur séjour. La déesse est intriguée par cette proposition et lui offre une poignée de main en signe de bonne volonté et pour s'excuser de l'avoir assommé comme un petit chien. À contre-cœur, Ayaka serre la main de la déesse, remarquant plus tard à quel point son contact était froid. Pendant ce temps, la jeune fille qui se trouvait près des ruines de Tuka s'enfuit devant un groupe de mercenaires se faisant appeler The Holy Watchers, laissant derrière elle des indices. À l'extérieur des ruines, Tuka consulte ses statistiques. Il a atteint l'impressionnant niveau 1789 en tant que rang E et découvre qu'il peut désormais dissiper la paralysie de la tête des cibles et rendre son poison non létal. Désireux de tester ses capacités, il s'aventure plus profondément dans les bois et trouve un groupe de Slim en train d'en attaquer un plus petit. Alors que la situation semble désespérée pour la petite créature, celle-ci se met soudain à agir. Tuka intervient en les paralysant tous. Curieux de savoir comment fonctionnent les réglages, il décide de laisser partir les plus gros Slim, tandis que le petit se recroqueville de peur. Tuka rassure le petit Slim en lui promettant de ne pas lui faire de mal. Impressionné par son courage, il enlève la paralysie et le Slim le suit prudemment. Reconnaissant le petit Slim comme un paria tout comme lui, Tuka éprouve un sentiment de sympathie et de parenté avec lui. Aujourd'hui, Tuka a la certitude que ses arrières sont toujours couverts. Dans le livre qu'il a reçu d'Anglin, il trouve un sort pour améliorer les monstres. Avant de l'utiliser, il explique à Slimy qu'il est sur le chemin de la vengeance. Slimy jure de l'accompagner jusqu'à la fin du monde. Pendant ce temps, la jeune fille traquée dans les bois tente désespérément d'échapper aux mercenaires. Elle décide de les affronter, dégaine son épée et prépare une longue incantation pour renforcer ses forces. Cependant, avant qu'elle ne puisse agir, les mercenaires tombent sur Tuka, qui feint la peur. Alors qu'ils s'apprêtent à le tuer, ils parlent de leur projet de briser l'esprit de la jeune fille. Tuka, agacé par leur arrogance, décide d'intervenir. Levant la main d'une voix tremblante, Tuka implore la pitié, mais les mercenaires restent impassibles. Ils ont déjà pris leur décision. D'une incantation rapide, Tuka lance, paralysé, les réduisant instantanément au silence. Ne se laissant pas impressionner par l'hostilité, il utilise ensuite le poison pour éliminer les mercenaires. Ce faisant, il sent qu'il y a quelqu'un d'autre dans les parages. La jeune fille, sentant que la présence des mercenaires a soudainement disparu, est déconcertée, mais elle sent quelqu'un d'autre, dont la présence est troublante. Elle s'enfonce dans le buisson, mais découvre qu'il s'agissait d'une diversion, car Tuka la paralyse. Tuka se présente comme un étranger et demande si les 4 mercenaires sont ses compagnons. Après avoir libéré sa tête de la paralysie, elle admet qu'il la chassait et s'étonne d'apprendre que Tuka les a tués. Ne décelant aucune mauvaise intention de sa part, Tuka profite de l'occasion pour lui poser plusieurs questions sur leur emplacement et d'autres détails pertinents. Plus important encore, il lui demande si elle peut lire une ancienne écriture qu'il a trouvée. Elle reconnaît qu'il s'agit d'une écriture ancienne mais avoue qu'elle ne peut pas la déchiffrer elle-même, bien qu'elle connaisse quelqu'un qui pourrait en être capable. La jeune fille lui parle d'une sorcière spécialisée dans les sortilèges tabous, mais qui a été exilée de son pays. Cette sorcière réside désormais au pays des monstres aux yeux d'or. Sentant que Tuka lui a sauvé la vie, elle exprime le désir de lui rendre l'appareil, mais il lui assure qu'ils sont quittes et suggère qu'ils se séparent. Alors qu'il s'apprête à partir, Slimy rattrape Tuka. Tuka explique à Slimy qu'il ne tue que selon ses propres règles et qu'il évite les massacres inutiles. Il l'informe également qu'il comptera sur lui pour monter la garde, au cas où la jeune fille déciderait de le poursuivre pour une raison ou une autre. Pendant ce temps, en ville, la princesse demi-elfe sera émise à prix. Arrivé à la ville de Mille, Tuka est pris par le garde pour un mercenaire venu conquérir les ruines voisines. Se faisant passer pour un mercenaire, Tuka obtient la permission d'entrer, car ils ont besoin d'autant de mercenaires que possible. Dans une auberge, Tuka demande une chambre. L'aubergiste,
qui le regarde d'abord avec dégoût en pensant qu'il est pauvre, change rapidement d'avis lorsqu'il voit une pièce d'argent. Après s'être changé, Touka se promène dans la ville, remarquant que personne ne semble se méfier des étrangers, pensant que la ville est sûre. La ville possède toutes les boutiques typiques d'une ville fantastique. S'arrêtant dans une taverne voisine, Touka savoure enfin un repas chaud et profite de l'occasion pour écouter des hommes ivres discuter des armées les plus puissantes du continent. Les hommes affirment que les cavaliers du Dragon Noir, une armée notoirement invaincue, sont les plus forts. Touka prend également quelques restes pour que le petit Slim puisse les mâcher. Son plan est de trouver quelqu'un qui peut lire le parchemin de la magie interdite, ce qui signifie trouver la sorcière. Il veut aussi en savoir plus sur le sort que le monstre a jeté pour améliorer les capacités de Slim. Pour ce faire, il a besoin de la poussière d'os du roi squelette. En se rappelant la conversation des hommes ivres, il découvre qu'il y a un roi squelette dans les ruines de la ville, une opportunité qu'il ne peut pas laisser passer. Le lendemain matin, Touka se porte volontaire pour participer à la prochaine expédition dans les ruines. Le maire de la ville promet 300 pièces d'or à quiconque ramènera le calice de l'œil du dragon des ruines. Alors que tout le monde fait la queue pour s'inscrire, un homme commence à harceler une jeune fille. En entendant la jeune fille parler, Touka entend une voix familière. L'homme dit que la fille lui rappelle un ancien commandant de chevalerie dont la tête est mise à prix. Alors que les mercenaires murmurent à propos de la jeune fille, l'homme continue de la tourmenter, rappelant qu'une jeune fille elfique l'avait déjà rejetée. Bien que la jeune fille affirme qu'il s'agit de la mauvaise personne, il enlève son chapeau, révélant qu'il ne s'agit pas de la jeune fille elfe. Touka la reconnaît cependant comme étant la fille de la forêt. Elle se présente sous le nom de Mist. Embarrassé, l'homme s'enfuit en maudissant Mist de l'avoir rejeté. Avant de se rendre aux ruines, Touka décide de faire quelques achats. Croisant Mist, elle se demande si Touka est aussi venu visiter les ruines. Cela l'amène à parler de l'émission avec l'homme aux cheveux horribles. Finalement, Touka demande à Mist de l'aider à acheter des fournitures pour ne pas se faire arnaquer et lui propose de la payer en échange. La jeune fille accepte et se présente à nouveau sous le nom de Mist. Touka soupçonne qu'il s'agit d'un alias, mais se rend compte que tout le monde a des secrets. Après avoir fait le tour du marché et reçu de bonnes recommandations de Mist, Touka lui verse 3 pièces d'argent, bien plus que ce à quoi elle s'attendait. Reconnaissante, la jeune fille s'apprête à partir lorsqu'elle s'effondre d'épuisement, n'ayant pas dormi depuis plusieurs jours. Se levant, elle s'éloigne rapidement. Avec toutes les provisions qu'elle vient d'obtenir, Touka entre dans les ruines. Il tombe bientôt sur des aventuriers qui s'enfuient, effrayés par une version miniature d'un minotaure. Ce n'est rien que Touka ne puisse régler avec un simple sort. Les aventuriers reviennent avec des renforts, mais sont choqués de voir le monstre vaincu sans blessures apparentes. En s'enfonçant dans les profondeurs, Touka constate que les monstres ne lui sont pas hostiles et que les points d'expérience qu'il a gagnés sont faibles. Il décide donc d'accélérer le rythme pour passer au niveau suivant. Dans l'un des niveaux, il entend l'homme de tout à l'heure ordonner à des mercenaires de tuer Mist. L'homme déclare qu'il ne pourra pas dormir tant que la jeune fille ne sera pas morte et jetée en pâture au monstre. Les autres mercenaires trouvent également son obsession inquiétante. S'avançant vers eux d'un pas indifférent, Touka remarque que ces idiots ne veulent pas bouger. L'homme craque et les mercenaires se préparent à attaquer Touka. Avec indifférence, Touka se moque d'eux et leur demande pardon et pitié. Lorsque les brutes chargent, Touka les paralyse et les empoisonne, notant à quel point il est satisfaisant de débarrasser le monde d'ordures comme eux. Ironie du sort, ce sont eux qui deviennent la nourriture des monstres. Le nouvel étage inexploré se trouve juste devant lui, mais avant de s'aventurer plus loin, Touka décide de se reposer, dormant 3 heures avec son Slim en garde. En sortant de sa chambre, il rencontre un groupe de mercenaires qui discutent d'un phénomène étrange dans les ruines, les monstres meurent sans blessures apparentes. Les aventuriers, inquiets et confus, décident de battre en retraite. Touka comprend qu'ils parlent de ces meurtres au poison. En explorant le nouvel étage, Touka ouvre une porte qui mène à une pièce contenant un calice. Il se rend compte que la statue de dragon à l'intérieur bouge, alors avant que le monstre ne puisse agir, Touka l'empoisonne et l'élimine. Soudain, Mist apparaît derrière lui, le félicitant d'avoir atteint cet endroit avant elle. Sans trop d'explications, Touka lui tend le calice, expliquant qu'il n'a pas besoin d'or. Déconcerté, Mist hésite à accepter un tel cadeau, mais le véritable objectif de Touka n'est pas le trésor, mais le monstre qui s'y cache. Refusant d'abandonner, Mist propose de garder Touka pour rembourser sa dette. Touka, qui ne perçoit aucune malice de sa part, accepte à quelques conditions. Ils éviteront notamment d'enquêter sur les affaires de l'autre et ne reviendront pas à la surface avant au moins un jour. Mist promet de le protéger, même au prix de sa vie. Alors qu'il s'enfonce dans le donjon, Mist montre ses talents, impressionnant Touka,
qui pose des questions sur les monstres aux yeux dorés. La jeune fille explique que ces monstres produisent plus d'expérience et qu'ils sont meilleurs pour monter en niveau. Selon la légende, le roi des démons émet une énergie spéciale, l'essence du roi des démons, qui transforme les monstres influencés par cette énergie en variante spéciale aux yeux dorés. Pour une raison ou une autre, cela rappelle à Tuka l'aura dorée de Takuto, ce qu'il trouve inquiétant. Poursuivant leur voyage, Mist dit avoir senti un monstre à proximité depuis longtemps, bien qu'il soit faible. Tuka finit par lui révéler le petit Slim, espérant qu'ils s'entendront. Voyant que Mist est épuisé, Tuka lui demande de s'allonger. Après qu'elle se soit exécutée, il lui jette un sort de sommeil pour qu'elle puisse se reposer. Pendant que Mist dort, sa magie se dissout, révélant qu'elle est en réalité l'elfe des bois Sera. Pendant ce temps, dans la forêt où Tuka a tué le groupe armé, les dragonniers noirs découvrent ce qui s'est passé. Arrivé à la conclusion qu'un guerrier compétent est responsable, ils pensent qu'il s'agit de Sera et commencent à la traquer. Sera se réveille, mais heureusement Tuka est encore endormi et ne semble pas avoir remarqué que son camouflage a été annulé. De toute évidence, Tuka fait semblant. Soudain, le roi squelette apparaît, caché dans les profondeurs des ruines. Même les meilleures équipes d'aventuriers n'ont d'autre choix que de fuir lorsqu'elles le rencontrent. Même Sera, l'ancien capitaine des chevaliers et elfes, panique à la vue du roi squelette. C'est qu'avec sa force, il est impossible de quitter les lieux en toute sécurité avec Tuka. Contre toute attente, Tuka libère sa capacité et le roi squelette est facilement vaincu. Après avoir vaincu le monstre, Tuka parvient à trouver les matériaux nécessaires pour améliorer sa bave. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, le Slim sent quelque chose à l'intérieur du cadavre du roi squelette. Tuka découvre un œuf de bête magique enveloppé dans un tissu magique. Bien qu'il ne sache pas ce que c'est, Tuka n'en pense pas moins et emporte l'œuf avec lui à la surface, ignorant les aventuriers qui sont distraits par le Saint Graal de l'œil de dragon. Ce soir-là, Tuka discute d'un sujet avec Sera. Il aimerait l'engager comme garde. Après tout, son but est de trouver la sorcière interdite, et il sera souvent attaqué par des monstres pendant le voyage. Il se sentirait plus en sécurité avec quelqu'un d'aussi expérimenté au combat qu'elle. En entendant cela, Sera hésite, inquiète de sa véritable identité. Tuka a déjà découvert la véritable identité de Sera grâce à sa capacité Sleep. Entendant cela, Sera cesse de faire semblant et révèle sa vraie forme. Il s'avère que la capacité de camouflage d'un elfe échoue lorsqu'il s'endort, et c'est pour cette raison qu'elle hésite à accepter l'invitation de Tuka. Cependant, comme Tuka connaît déjà son identité, ils acceptent de voyager ensemble. En guise de compensation, Tuka sort une gemme bleue. En la voyant, Sera est surprise et ébranlée. Il s'agit de la légendaire pierre du dragon bleu, un objet bien plus précieux que le Saint Graal de l'œil de dragon. Tuka n'avait pas réalisé que la relique qu'il avait ramassée par hasard dans le labyrinthe était si précieuse. Le lendemain, Sera étant invité par le maire à un banquet, les deux se séparent temporairement après avoir convenu d'un lieu et d'une heure pour se retrouver plus tard. Lors du banquet, le maire annonce qu'il a invité un puissant magicien capable d'annuler les illusions pour vérifier que le calice est bien le vrai. Cela pourrait poser problème à Sera, qui est en fait un elfe. Pendant ce temps, au château d'Alion, Vicious raconte à Ayaka ce qui s'est passé au labyrinthe. Vicious lui demande d'entraîner les élèves qui n'ont pas réussi le test précédent, car elle est de rang S, mais la jeune fille n'aime pas se battre. Cependant, Vicious dit que sur ordre du roi, ceux qui ne se battent pas seront éliminés. Ayaka n'a d'autre choix que d'accepter. À l'heure prévue, Tuka découvre que Sera est introuvable. En discutant avec des passants, il apprend que le soi-disant banquet était en fait un piège tendu par le maire spécialement pour Sera et que les puissants cavaliers du dragon noir ont été convoqués. Pendant ce temps, Sera est poursuivi dans la forêt. Son déguisement a été défait et maintenant, comme la princesse Sera, elle est paniquée et incapable de se transformer. Avec les redoutables cavaliers du dragon noir, Sera se retrouve rapidement au cœur d'une bataille difficile. Alors qu'elle parvient à vaincre quelques membres qui la poursuivaient, un chevalier lui tend une embuscade par derrière. Face au langage grossier et à la force de l'homme, Sera glisse accidentellement et tombe au sol. Saisissant l'occasion, l'homme repousse l'épée de Sera d'un coup de pied, puis la plaque fermement au sol, l'immobilisant. Alors que Sera ferme désespérément les yeux devant le visage hideux de l'homme, Tuka arrive juste à temps et utilise sa compétence de paralysie sur l'homme. Voyant que Tuka lui a sauvé la vie, la première réaction de Sera n'est pas de se réjouir, mais de craindre que continuer à l'accompagner dans ce voyage ne mette Tuka en danger. Décide donc de rendre la pierre du dragon bleu à Tuka et elle lui propose d'annuler le marché qu'ils ont passé. En entendant cela, Tuka lance une pochette à Sera. À l'intérieur se trouvent d'innombrables pierres du dragon d'azur.
Tuka affirme qu'elle est la gardienne la plus redoutable qu'il ait jamais rencontrée et lui demande de se déshabiller. Se déshabiller? Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez découvrir la suite de ce nouvel anime, abonnez-vous, commentez et laissez un like pour me soutenir. Merci d'avoir regardé.